Normalement, on doit accueillir Marion Andro et Marie Le Hénave qui vont nous parler d'action RSE, de l'entreprise à mission à la simple action. On rentre dans ma salle, c'est pour ça que je suis perturbée, excusez-moi. Marion, bonjour. Marie, bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser présenter votre intervention et le contenu de votre intervention. Un grand merci en tout cas d'être là. Et puis, je me ferai le porte-parole des questions à la fin de votre intervention. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. On est ravis d'échanger avec vous sur cet atelier. On va parler ensemble de RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Et de la RSE et des entreprises à mission, il y a des chemins qui se font qui sont un petit peu différents. Et on vous propose avec Marie, justement, de croiser deux témoignages différents d'entreprises différentes, une entreprise industrielle à envergure internationale et une PME de services, de manière à ce que vous voyez un peu quels sont les différents chemins. Je vais présenter d'abord Marie et puis je me présenterai ensuite. Marie Le Hénave, tu es Global Sustainability Manager, ce qui veut dire responsable RSE, au sein de la division nutrition du groupe Symrise, qu'on connaît dans le Morbihan parce qu'il y a des implantations, tu me diras, hein, mais notamment à Saint-Nolff, à Elvin, également Eric. Je vais peut-être te laisser parler effectivement de l'activité, présenter l'activité pour qu'on comprenne bien qui est le groupe. Bonjour à tous. Alors, le groupe Symrise, c'est un groupe allemand qui fait partie en fait des 3 plus gros aromaticiens dans le monde. Il est divisé du coup en 3 divisions. Donc, vous avez une partie Scent & Care qui va être plus sur la partie tout ce qui est parfum, cosmétique. Vous avez une autre division qui va être une partie qui va être plus aromatique, mais plus pour l'alimentaire. Et la 3e division dont je fais partie, donc je représente la RSE, c'est la division nutrition qui est en fait anciennement le groupe Diana, donc bien connu en Bretagne, qui fait partie de la saga du groupe Guillaumard. Donc on a été racheté en 2015 par le groupe Symrise, et on a aujourd'hui 4 entités qui fait partie de. Donc vous avez l'ancienne entité Diana qui comprend Diana Food qui est tout ce qui est alimentaire, Diana Pet Food qui est tout ce qui est facteur d'appétence pour les chiens et chats, et puis Diana Aqua qui travaille aussi sur la nourriture pour l'aquaculture. Et on a fait l'acquisition l'année dernière d'une entreprise américaine qui travaille sur l'alimentation pour chiens et chats et également un petit peu sur l'aquaculture aussi. Super. Et moi, du coup, je m'appelle Marie Andro, je dirige une agence de communication qui est basée à Nantes, qui s'appelle B-Side et qui compte une vingtaine de personnes. Donc, on fait de la communication corporate. On peut accompagner aussi des entreprises dans leur communication RSE, mais nous-mêmes, on a engagé une démarche qui est ancienne et que je vous raconterai. Et nous sommes devenus entreprise à mission en fin d'année dernière. Donc, c'est un chemin aussi. Ce que je propose de faire avant on va donner la parole à Marie dans quelques minutes, c'est peut-être de poser un peu aussi les enjeux RSE, parce que la RSE, on en parle beaucoup. D'ailleurs, la crise qu'on vit fait qu'on a pu avoir aussi pas mal d'espoir sur le fait que les entreprises allaient prendre en tout cas, aller saisir des enjeux qui sont devant nous. Quand on parle de RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, elle comprend effectivement des préoccupations environnementales, sociales, sociétales, de gouvernance, de transparence. En fait, ça concerne tous les pans de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a une montée en puissance. Il y a une montée en puissance parce qu'il y a des attentes de toutes les parties prenantes quelque part de l'entreprise, que ce soit de ses collaborateurs, de ses futurs collaborateurs. Aujourd'hui, la RSE est aussi un levier de marque employeur, de ses clients, de son environnement, de ses fournisseurs. On a quelques chiffres, par exemple, 87% des Français estiment que l'engagement des entreprises est aujourd'hui un sujet prioritaire. 55% des Français considèrent que l'engagement RSE d'une entreprise est un critère important de choix lorsqu'ils cherchent un emploi. Donc, c'est vraiment un mouvement de fond. Par ailleurs, il y a une prise de conscience, je pense, de l'urgence environnementale et sociale. Voilà, l'actualité, autant il y a encore 3-4 ans, c'était peut-être moins prégnant, mais aujourd'hui, c'est flagrant. Donc, il y a cette prise de conscience. Et puis, surtout, les entreprises ont envie
d'apporter leur contribution. Elles ont envie elles savent qu'elles peuvent être un acteur qui a un impact, qui peut avoir un rôle sociétal positif. Et il y a cette quête de sens qui est importante, une volonté de contribution quelque part, qui interroge l'entreprise bien au-delà de la production de ses services, de ses produits, bien au-delà de ce qu'elle vend. Et donc, c'est pour ça que ça bouscule un petit peu les entreprises. Et dans l'intitulé, ce que Dominique vous propose comme réflexion, c'est effectivement d'action RSE à entreprise à mission. On voit qu'il y a une interrogation et un chemin qui se fait, c'est-à-dire qu'on a parlé il y a quelques années de développement durable, puis de démarche RSE. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à la stratégie responsable. De plus en plus, la RSE se positionne un peu au cœur de la stratégie de l'entreprise et c'est important. Il y a une véritable interrogation sur le modèle de l'entreprise, sur son business model, sur sa raison d'être, et on pourra en reparler tout à l'heure. Ce qui est devenu possible avec, si on va pour poser un peu le décor jusqu'à l'entreprise à mission, avec la loi Pacte, qui est effectivement entrée en vigueur il y a 1 an, et donc qui permet à certaines entreprises d'élargir quelque part et d'intégrer des objectifs environnementaux et sociaux au-delà de la seule recherche quelque part à but lucratif. Et donc, un certain nombre d'entreprises ont revu leur statut. Donc, la loi Pacte permet de revoir le statut et d'intégrer une mission d'intérêt général et d'aller au-delà de la recherche de profit. Aujourd'hui, il y a un peu moins d'une centaine d'entreprises qui sont entreprises à mission en France. Dans le Morbihan, par exemple, nous avons le groupe Yves Rocher qui est devenu entreprise à mission. Ce sont des exemples intéressants. Ça montre un peu le mouvement. On n'est pas, bien sûr, plein d'entreprises choisissent d'autres chemins et c'est de ça dont on va parler. C'est la richesse aussi de cette réflexion RSE. Certains sont entrés par une démarche interne de souhait, d'avancer, par une certification, labellisation, Lucie, ISO 26000. C'est un peu en fonction en fait des enjeux aussi de l'entreprise, de entreprise industrielle, non industrielle. Il y a un certain nombre, en tout cas, d'accompagnements qui sont possibles. Et donc, ce qu'on propose, nous, aujourd'hui, c'est de vous proposer, vraiment de vous partager avec vous, en fait, nos parcours. Et en commençant par le parcours chez Symrise, la division nutrition, avec le témoignage de Marie. Et peut-être, Marie, tu peux commencer en nous expliquant un peu comment est né l'engagement RSE chez vous. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que c'est une prise de conscience longue? Est-ce que c'est lié aussi à la nature de votre activité? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Alors, en fait, la RSE chez nous, elle fait partie de notre ADN puisqu'en fait, on a un modèle économique qui est basé sur la valorisation des coproduits d'autres industries ou du marché du frais. Quand Jean Guillaumard a créé, a commencé la découpe de poulet, il s'est rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de déchets issus de cette découpe, et du coup, il a créé 2 entreprises de valorisation de ces déchets. Donc, l'une qui est aujourd'hui Diana Food à Berrick, le SPI, l'ancienne SPI, qui du coup valorisait les carcasses en produits alimentaires pour être valorisés, pour donner du goût, par exemple pour faire des bouillons. Et une autre entreprise qui a travaillé du coup dans l'alimentation pour chiens et chats en valorisant tout ce qui était abat pour faire des facteurs d'appétence pour les chiens et chats. Donc, c'était les 2 entreprises qui sont nées en fait de cet entrepreneur, et du coup sont venues se rajouter d'autres entreprises qui avaient la même démarche sur la partie végétale, donc avec Arôme de Bretagne au nord de l'Ille-et-Vilaine, et puis une entreprise aussi en Mayenne, qui eux valorisaient des coproduits en fait du marché du frais, tous les fruits et légumes moches, ou aussi des restes de conserverie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans notre ADN. On a commencé à faire du développement durable sans le savoir. Donc ça a été une prise de conscience tardive, qu'on en faisait déjà. Mais je voudrais quand même souligner que cette prise de conscience, ça ne suffit pas. Donc il y a une prise de conscience quand même un peu plus forte ces 6 dernières années pour aller un peu plus loin que ce business model, et voir aussi les différents impacts qu'on pouvait avoir sur la société de façon générale. Quand on a été racheté par le groupe Symrise, donc là c'était l'historique de la partie Diana, le groupe Symrise en fait il a racheté le groupe Diana
parce que le groupe Symrise, c'est un grand chimiste. Et du coup, il a voulu aussi, par le rachat de notre entreprise, donc avoir des produits naturels qui étaient beaucoup plus tendance pour son portefeuille, mais aussi montrer que la RSE était au cœur de sa stratégie. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important, c'est d'intégrer la RSE au cœur de la stratégie. Et on fait aussi face, donc ça c'est vraiment la démarche, et on se rend compte aussi qu'on fait face, alors moi je vais parler plus sur la partie transition alimentaire, mais à des challenges qui nous poussent à aller dans ce sens si on regarde un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines années, et même les crises actuelles. En 2050, on estime qu'on sera entre 9 et 10 milliards de personnes sur Terre, donc ça veut dire 56% plus de nourriture à fournir, en sachant qu'aujourd'hui déjà, on gaspille un tiers de la nourriture dans la chaîne alimentaire. Donc, il y a des challenges, il y a des questions à se poser désormais, dès aujourd'hui, pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et cette prise de conscience, elle est, on va dire qu'elle se fait dans le temps de façon naturelle. Tu nous parlais de crise tout à l'heure. La crise, elle a eu un impact sur la démarche? Alors, elle n'a pas eu un impact. Alors, sur la démarche RSE, pas du tout. Elle n'a pas eu d'impact. On n'a pas eu d'impact économique important lié à la crise. Bien sûr, on a été totalement désorganisés, comme tout à chacun. Mais cette crise, moi, je trouve qu'en tout cas, elle me permet en interne de faire adhérer au plus grand nombre aujourd'hui la démarche RSE. Donc, la démarche, elle permet vraiment de voir sur le long terme et de pouvoir anticiper ce type de crise. Et si tu avais justement à convaincre, la valeur ajoutée de la RSE dans une entreprise, dans ton entreprise, tu la qualifies comment? Comment ça se passe? Alors, pour moi, c'est selon mon expérience. Maintenant, ça fait un peu plus de 6 ans que je suis en RSE. Pour moi, il y a trois, on va dire trois valeurs ajoutées à la RSE. Donc déjà l'atténuation du risque, ce qu'on voit avec la crise aujourd'hui, c'est-à-dire de prendre en compte tous les risques sociétaux, environnementaux auxquels on peut faire face. C'est pas que uniquement regarder les risques qualité, sécurité qu'on peut avoir sur un site, mais vraiment prendre une vue à 360 en se disant que typiquement ce que je vous racontais sur la transition alimentaire, c'est des choses qu'on doit prendre en compte parce qu'on a un levier et des opportunités à prendre par rapport à ces challenges. La deuxième valeur ajoutée, c'est l'efficience. Pour moi, et heureusement qu'on a ça, c'est-à-dire que l'efficience, c'est vraiment faire attention à l'utilisation des ressources. Et cette efficience, elle apporte aussi des bénéfices à l'entreprise puisqu'en fait, on fait des réductions de coûts, c'est-à-dire que, mettre en place une nouvelle chaudière qui va, économiser de l'énergie, mettre un nouveau système, un nouvel outil de production qui va pouvoir recycler la vapeur, etc. Ça, c'est sûr que ça a un coût. Mais par contre, il y a un bénéfice derrière parce que c'est des coûts du quotidien qu'on ne va pas injecter. Voilà. Pour moi, la troisième valeur ajoutée, c'est la création de valeur pour l'entreprise, c'est-à-dire que par la RSE, on arrive à avoir des partenariats avec des clients avec lesquels on n'aurait pas forcément eu plus de business avec eux parce que on n'avait pas cette capacité à répondre à leurs besoins, donc de pouvoir les accompagner aussi dans leur démarche, avec des fournisseurs aussi. Ça permet aussi d'attirer des nouveaux talents, ça c'est très important, surtout quand on est entreprise comme nous en B2B et qui n'est pas forcément connu de façon, pour les consommateurs, et aussi retenir les gens de l'entreprise. Et puis aussi, ça crée la valeur pour l'entreprise, donc ça peut être du chiffre d'affaires, mais ça crée aussi de la valeur pour toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire que tous les projets qu'on peut mettre en place qui vont travailler, par exemple, avec des agriculteurs, ça leur apporte de la valeur aussi pour l'entreprise parce qu'ils vont impacter moins l'environnement, parce qu'on va pouvoir les rémunérer un peu plus. Donc, tout ça fait que ça a vraiment un aspect positif pour l'entreprise.
Très bien. Et comment tu embarques les équipes chez toi? Parce que vous êtes un groupe avec un nombre important de personnes, avec une implantation internationale. Comment ça s'organise? Comment as-tu embarqué les équipes? Alors en fait, l'historique un peu de l'entreprise, c'est qu'avant 2015, il y avait plusieurs personnes au sein de l'entreprise qui avaient des missions RSE. Et puis en fait, on s'est rendu compte que pour répondre à certains de nos clients et puis pour aussi en tirer un avantage concurrentiel, il fallait mettre en place une coordination. Surtout aujourd'hui au niveau de notre division, on est 3000, donc 3000 personnes, donc ça commence à être assez important avec 50 sites partout dans le monde. Donc l'intérêt, c'était de mettre quelqu'un pour pouvoir coordonner et puis aussi pouvoir le valoriser aussi en externe vis-à-vis des clients, parce que c'est aussi la RSE aussi est un levier pour créer du business. Et puis on s'est aussi au départ, on s'est fait, en 2015, on s'est fait aider aussi. On a fait un diagnostic qui nous a permis en fait déjà de former les gens au niveau local sur les sites pour comprendre aussi ce que c'est la RSE. Et puis aussi définir ce que c'était pour nous la RSE, parce que c'est tellement vaste qu'on peut s'y perdre et que du coup, à un moment donné, il faut qu'on se fixe les règles du jeu, se dire c'est quoi pour nous, quelles sont déjà les choses qu'on fait bien aussi, quelles sont les priorités, les risques auxquels on doit répondre assez rapidement et du coup prioriser nos actions, et puis se fixer des objectifs et bien sûr avoir une gouvernance claire et que ça soit aussi quelque chose qui soit ancré dans la stratégie et porté par la direction. Et justement, ça, c'est aussi en partie ton rôle. Dans les entreprises, il n'y a pas toujours un responsable RSE. C'est intéressant de voir quelle est ta mission, en fait. Ton rôle, c'est quoi? Comment tu sens ton rôle, ton utilité au sein de la structure pour justement faire avancer le sujet RSE? Alors, en fait, je me considère plus comme coordinatrice. Alors, quand je l'explique à mes enfants, je leur dis qu'en fait, je suis un peu le poil à gratter de l'entreprise. Donc, je suis un peu une consultante interne, entre guillemets, qui va remettre un peu parfois de bon sens dans des décisions d'entreprise, qui va aussi accompagner le changement, montrer aussi ce qui se passe à l'extérieur, parce que dans une entreprise, on a tendance aussi à regarder ce que fait les concurrents, mais on regarde pas forcément ce qu'a besoin la société. Donc mon rôle, c'est un peu ça aussi, c'est de dire ok, les concurrents font ça, mais peut-être qu'on aura un intérêt à un moment donné de le faire différemment. Et de se comparer plutôt sur des objectifs, en tout cas de se fixer des objectifs qui vont avoir un impact sur la société sur le long terme, plutôt que de regarder à court terme sur comment je vais pouvoir dépasser mon concurrent. Donc aujourd'hui c'est mon rôle, et puis c'est vraiment la remise en perspective de l'entreprise sur des choix qu'on peut faire. Donc, tu permets vraiment de faire prendre du recul aussi. Exactement, ouais. Du recul et dans le temps, parce que c'est vrai qu'on peut être un peu sur le long terme, et c'est moins facile. Ouais. Et la RSE, par essence, c'est vrai qu'il y a cette vision long terme qui est nécessaire. Les difficultés que tu peux rencontrer, parce que j'imagine que effectivement, tu as un rôle transversal, mais où tu peux peut-être être un peu seul aussi. C'est quoi tes difficultés, tes envies dans ce rôle-là? Alors, les difficultés, c'est déjà d'être dans un groupe international qui, du coup, en fonction des marchés, des pays, je peux prendre l'exemple des États-Unis, le nouveau rachat qu'on a fait l'année dernière. Le changement climatique était pas forcément jusqu'à hier un problème pour les États-Unis. Donc c'est parfois des cultures aussi. En Asie, ils vont être très transparents sur l'approvisionnement responsable, etc. Aux États-Unis, ils vont être plus sur la partie bien-être au travail. Il y a vraiment des différences de culture, de besoins aussi clients. Et on est une entreprise à but lucratif, donc il faut aussi qu'on s'adapte aussi en fonction des besoins des clients. Et ça, c'est la réelle difficulté, une réelle difficulté pour moi dans un groupe international, mais qui est hyper enrichissante. Et je dirais que la deuxième chose, c'est que la RSE, c'est super vaste. Et qu'il est parfois difficile de prendre tous les sujets, et parfois il faut se
se restreindre, et c'est un peu difficile, se restreindre sur des sujets en se disant, finalement, on avance sur une priorité, on avance petit à petit. Parfois, on fait, j'appelle ça la technique des petits pas, c'est-à-dire qu'on fait des petits pas et il faut se féliciter de les faire parce que le travail est parfois assez long et c'est assez difficile. J'imagine juste qu'effectivement, la RSE doit être vécue aussi, tu dois être soutenu aussi par ta direction pour que ce soit vu comme une priorité, parce que tu nous disais effectivement bien qu'il y a des sites différents, avec des cultures différentes, avec des sensibilités différentes, avec des directions aussi différentes. J'imagine que toi qui arrives avec ton regard RSE, c'est peut-être pas toujours simple en fonction des sites et il faut que tu sois soutenu aussi par la direction. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, je m'appuie aussi sur. Alors, on a un réseau d'ambassadeurs. On a des ambassadeurs sur chacun des sites, donc qui aident aussi à promouvoir la RSE de façon locale, et puis ce qui me permet aussi de définir aussi les besoins au niveau local. Le management est clé, ça c'est indéniable. Donc les managers aujourd'hui ont des objectifs RSE annuels, et du coup ça permet aussi de découler c'est pas moi qui fais tout, donc c'est d'instiller de façon d'instiller, puis d'aider les gens qui ont des initiatives aussi. Ça c'est très important de les supporter. Super. Et là on est en début d'année 2021. C'est quoi les grands projets de l'année chez vous? Alors, on a un grand projet, puisqu'en fait, notre groupe Simrise s'est engagé l'année dernière à être climat positif en 2030, donc sur le scope 1 et 2, pour ceux qui connaissent, donc plus sur la partie production, nos impacts directs, en fait. Et du coup, on est en train de travailler sur la stratégie bas carbone de l'entreprise. Et du coup, là, on fait une preuve de concept là, cette année sur l'un de nos sites, le site d'Elvin, justement, sur le site de Diana Pet Food, où en fait, on va identifier tous les leviers aujourd'hui d'impact, les gros leviers sur lesquels, tous les gros impacts sur lesquels on peut avoir un levier pour diminuer du coup cette empreinte environnementale. Et voir quelle est notre transition, en fait, notre trajectoire pour atteindre une entreprise bas carbone. Alors, il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent. Tu donnerais quoi comme conseil à une entreprise qui voudrait structurer sa démarche, quelle que soit sa taille d'ailleurs? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors qu'ils sont clés, les dirigeants sont clés, qu'on peut rien faire sans eux. Il faut vraiment, il faut vraiment travailler la partie gouvernance, c'est-à-dire le qui fait quoi dans l'entreprise. Donc même si vous avez une petite structure, je vous demande pas de mettre un responsable RSE, c'est d'identifier des gens qui sont responsables en fait d'instiller la démarche, d'instiller la démarche en interne. Le but d'un responsable, moi mon objectif responsable RSE, c'est que mon métier n'ait plus, qu'il n'y ait plus de métier de responsable RSE à terme, c'est-à-dire que la RSE soit tellement instaurée dans l'organisation qu'il n'y ait plus besoin de responsable RSE pour lever le drapeau. Et puis aussi choisir les combats, prioriser. Ça c'est hyper important parce que sinon on se perd et puis on s'essouffle. Prioriser, engager les équipes. Et puis, réellement, alors je parlais de la concurrence, c'est certes important, mais il faut aussi écouter son écosystème, c'est-à-dire que vous êtes ancré, votre empreinte territoriale est très importante, les besoins de vos clients sont très importants, mais les besoins des fournisseurs aussi sont très importants, et c'est comme ça qu'on arrive à créer de la valeur sur toute la chaîne de valeur. Ça marche. Merci Marie. De rien. Je propose peut-être de partager à mon tour le témoignage qui est un peu différent en fait, du déclic aussi de comment est née peut-être la démarche RSE chez nous. Donc on est une agence de communication d'une vingtaine de personnes. Effectivement, moi j'ai repris l'entreprise avec mon associé une dizaine d'années, avec des envies, des convictions. On avait initié quelques actions RSE, mais c'était très dispersé. Et quand on a repris l'entreprise, parce qu'aussi on était dans un certain nombre de réseaux, et ça a une importance, des réseaux comme le Centre des jeunes dirigeants, comme dirigeants responsables de l'Ouest qui se créait alors.
on a eu envie de structurer une démarche RSE à l'époque, mais qui était vraiment démarche RSE avec trois grands piliers entre guillemets, si on était une agence responsable vis-à-vis de notre équipe, responsable dans nos pratiques métiers et puis responsable sur notre territoire de façon sociétale. Cette démarche RSE, du coup, elle nous a permis d'initier un certain nombre d'actions. Mais pour rebondir sur ce que disait Marie en fin de témoignage, elle s'est un peu essoufflée au fil des années, même si on a mis des groupes de travail avec des volontaires. On avait probablement peut-être donné une casquette justement RSE à une personne et à 2 personnes. Et ces personnes, quand elles partent, on a été un peu à sec ensuite pour partager la question de la RSE. Et donc effectivement, il peut y avoir un essoufflement de la démarche RSE quand on décide de traiter le plastique, les déchets, et on se dit bon, au final, est-ce qu'on peut se renouveler? Et nous, on a eu besoin à un moment donné, au bout de quelques années, de remettre à plat en fait totalement la démarche RSE pour pouvoir vraiment lui donner un nouveau souffle. Et puis surtout, il y avait la question de comment on fait adhérer en fait aux collaborateurs et comment on les embarque. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on repose le tout. On repose le tout et on travaille avec l'ensemble de l'équipe. Alors, c'est beaucoup plus simple dans une boîte de 20 personnes. Voilà. C'est beaucoup plus simple dans une boîte de 20 personnes. On s'est fait accompagner par quelqu'un qui, dans un temps de séminaire de 2 jours, on s'est posé vraiment sur des questions de fond. Par ailleurs, on s'était posé aussi sur les questions de notre identité, puisqu'on a changé de nom il y a 2 ans et ça nous a vraiment un peu fait poser des questions existentielles sur finalement à quoi on sert, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que communicant, la communication, elle sert à quoi au final? Et donc, ces questions de fond qu'on a pu poser en séminaire, qu'on a pu poser via notre changement d'identité, faut qu'on s'est dit, on va aller sur une démarche RSE qui va être impulsée, mais on va aller au-delà de ça. Et on va placer la RSE dans le cœur de notre métier, de notre raison d'être, de notre business model. Et on va dépasser la démarche RSE. Et c'est pour ça que quand a émergé ce format aussi, dont on pourra reparler, d'entreprise à mission avec la loi Pacte, de se dire finalement on peut réfléchir à notre mission, à notre utilité et l'inscrire dans nos gènes, dans nos statuts, puisqu'il s'agit vraiment de ça. Donc ça engage quand même largement puisqu'on va être audité, suivi, et puis on a fait une modification, on a un nouveau CABIS qui reconnaît l'entreprise à mission. Il y a un vrai changement de posture en fait, et donc on a changé, on a fait ce changement-là. On a écrit tous ensemble avec l'ensemble de l'équipe la raison d'être en fait de l'agence, alors qui est assez longue, les raisons d'être. Je ne sais pas si vous avez vu peut-être dans vos entreprises, mais ces questions-là sont intéressantes. On veut essayer de dire beaucoup de choses, mais c'est intéressant de se poser ces questions-là en collectif avec l'équipe. Nous, la raison d'être, si je vous la donne, c'est militer et agir pour une communication utile qui amplifie le pouvoir de transformation des entreprises au service d'une économie positive. Donc, c'est long, ça n'est pas destiné à être communicant, mais ça veut dire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire de la communication utile qui va permettre aux entreprises de se transformer. Et donc, on est parti de ça. On a tous ensemble créé une feuille de route sur les années à venir, avec des temps courts, des chantiers courts, des temps moyens, des temps longs aussi. Et puis, créer des groupes de travail. Et en fait, chacun à l'agence est au moins inscrit dans un groupe de façon volontaire, avec des chantiers. Et ce qui est génial, c'est que autant avant, en fait, la démarche RSE, pour moi, c'était un peu, entre guillemets, poussif. C'est-à-dire qu'il fallait un peu revenir auprès de chacun pour dire, voilà, t'en es où, etc. Là, les sujets sont totalement appropriés par l'équipe. Ils sont autonomes et on leur laisse de l'autonomie. Et en gros, ça roule quasiment seul. Alors, bien sûr, on a du reporting, mais ça permet que chacun s'empare des sujets sur lesquels il est intéressé. Alors, on a des sujets qui sont plus autour d'un groupe qui s'appelle Happy Together chez nous, qui
plus autour du bien-être au travail, de la qualité de vie au travail, de la réflexion sur le parcours collaborateur. Et donc, on a mis en sorte de l'intégration des collaborateurs. Et là, il y a plein de choses qui se font. Un autre sur plutôt les pratiques, nos pratiques agences. Un autre sur l'aspect communautaire, communauté, environnement sociétal. Et puis, enfin, un qui est sur la mise en œuvre de l'utilité au sein de l'entreprise. Donc, chaque collaborateur est au moins dans un de ces groupes et conduit de façon parallèle des chantiers, ce qui nous a permis ces derniers temps de supprimer les plastiques à usage unique, d'avoir une réflexion sur, on a posé en fait, on a l'an dernier fait un diagnostic sur qui étaient nos clients. Parce que en fait, quand on place la RSE un peu au cœur, ça va poser des questions et ça va bousculer un petit peu. C'est-à-dire, on fait de la com, aujourd'hui on le fait pour des entreprises. On a voulu voir, en fait, et il y avait un outil qui permettait ça, voir quels étaient nos types de clients, quelles activités, et où potentiellement il y avait un conflit climatique. Et ça permettait de mesurer, de calculer un pourcentage de chiffre d'affaires avec un potentiel conflit climatique. Ce qu'on a croisé aussi avec nous, des collaborations à l'avenir qui nous semblaient très positives, d'autres parce qu'on accompagne des entreprises qui sont en transformation, qui sont possibles et au contraire là on est utile, et puis d'autres où ça pose plus de questions. Et étrangement, ce diagnostic-là nous permet d'être beaucoup plus clair, puisqu'on travaille pour pas mal d'entreprises différentes, et on pouvait nous dire, bah voilà, nous sommes engagés en RSE, mais si on continue à faire de la com de crise sur ce type de sujet, est-ce que c'est pas contradictoire? Le fait d'avoir posé ça fait que aujourd'hui, on a plus facilement des réponses, en tout cas une ligne de conduite qui est intéressante par rapport aussi à ce que potentiellement on peut vendre à des clients en se posant la question en ligne de conduite, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vraiment utile par rapport à ces enjeux? Donc voilà un petit peu comment on a procédé. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. On est devenu donc entreprise à mission en fin d'année dernière. On a constitué notre comité de mission. On va l'engager. On a constitué un bilan carbone. Donc nous, dans nos grands projets à venir, il y a une réflexion de fond sur l'éco-conception. Mais l'éco-conception qui irait au-delà de la réflexion sur un format, sur des outils, de vraiment interroger un peu la chaîne de valeur amont et puis de l'usage qu'on fait quelque part, nous, quand on livre un magazine, quand on fait un site web, voilà, comment on sait ce qu'il devient, quelle est sa fin de vie, analyser le cycle de vie. Donc, on va être sur ces sujets-là. Les bilans carbone qu'on a fait pour 2018 et 2019, comment on s'améliore. Donc, on a un certain nombre de chantiers qui sont passionnants, qu'on fait collectivement. On associe également nos fournisseurs, typiquement sur une charte de fournisseurs qu'on a finalisée. Et sur cette réflexion éco-conception, on veut travailler avec nos clients, nos fournisseurs, pour vraiment remettre à plat un peu les sujets. Et c'est une chance, en fait, je pense, pour une petite boîte comme la nôtre, de se poser ces questions-là, effectivement, dans un temps un peu plus long. On voit qu'il y a une quête de sens de nos collaborateurs, mais il y a une quête de sens de nous-mêmes, quoi, de se dire, bah, finalement, si on se pose un peu, et cette crise permet aussi de se poser un peu, se dire, bah voilà, finalement, à quoi je sers et en quoi je peux être utile. Donc, on est sur ces sujets-là. Sur les entreprises, je vois qu'il y a des questions qui se posent et Dominique pourra nous les partager par rapport aux petits conducteurs sur les conseils aux entreprises qui voudraient s'engager dans ces démarches RSE un peu plus poussées. Ce qu'on voit aussi, c'est que chacun a un rythme différent, a des contraintes différentes. Nous, par exemple, on n'avait pas envie tout de suite d'aller dans la certification, la labellisation qui nous semblait très pour une petite boîte de services et de conseils avec quelque chose de très normatif, mais on a été vers Planète RSE et aujourd'hui on est RSE Agence Active. Ça nous a aidé quand même à structurer aussi. Mais les entreprises peuvent y aller à leur rythme selon le chemin aussi qu'elles choisissent, de la certification, d'une démarche plus interne. En tout cas, effectivement, il faut que la direction appuie parce que sinon c'est compliqué. Il faut que l'interne adhère.
Et ça, c'est essentiel. L'interne doit adhérer. On doit avoir avancé aussi un petit peu en termes d'action avant de sortir, avant de communiquer à l'extérieur. Même si le fait de communiquer à l'extérieur, il est intéressant parce qu'il engage. Parce qu'à partir du moment où vous sortez du bois et vous dites, bah voilà, nous, on décide d'aller vers ça et on décide, ce que disait Marie, hein, d'être à un impact climatique et un bilan, avoir des objectifs. Derrière, il faut les tenir parce qu'on est attendu par ces parties prenantes. Donc, ça engage et ça, c'est positif. Également, en conseil, je pense qu'il ne faut pas rester seul. On a la chance d'être sur un territoire dans le Grand Ouest où il y a beaucoup d'entreprises. On sent qu'il y a une fibre, en fait. Il y a une conscience, en fait, à la fois sociale et puis un peu écologique. En tout cas, il y a ce patronat-là qui est intéressant. Et il y a pas mal de réseaux où ces questions-là, voilà, on se les pose et avec des entreprises qui ont fait des super démarches pas toujours sur les mêmes sujets, hein, sur des sujets sociaux, sur des sujets d'environnement, de production, etc. Et donc, c'est intéressant aussi de pouvoir s'inspirer de ce qui marche ou ce qui ne marche pas chez les uns et les autres parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui est en mouvement. Quand on s'engage là-dedans, c'est un chemin. En fait, on ne sera jamais vraiment arrivé parce qu'il y aura toujours de nouveaux sujets. Et c'est vrai qu'il n'y a pas toujours de solution facile, c'est-à-dire on remplace pas, si on décide de supprimer le plastique, par quoi on remplace, etc. Bon, quand on commence à se poser des questions, on est amené à se poser des questions un peu tout le temps. C'est plutôt sain. Mais c'est pas forcément toujours facile parce que quelquefois on tire le fil et on se dit on remplace pas facilement, il faut quand même calculer l'impact. Vous voyez, sur notre secteur d'activité, il y a quelques années c'était le papier il faut plus, magazine papier il faut plus, c'était tout numérique. Et aujourd'hui, bien sûr, depuis quelques années, on se rend compte que le numérique a aussi un impact et les acteurs du numérique aussi se posent ces questions de l'impact. Et c'est intéressant parce que tout est plus complexe. Et quand on rentre dans la RSE, on rentre aussi potentiellement dans la complexité. Mais c'est vraiment intéressant de se poser ces questions-là. Voilà un petit peu pour le témoignage. Je pense qu'il y a quelques questions qu'on va pouvoir aborder. Peut-être pour terminer, Marie, effectivement, pour avoir ton avis, on est d'accord que la RSE, on entend beaucoup parler en ce moment, mais ça va au-delà d'une tendance. Enfin, en tout cas, ouais. Ouais, tout à fait. Et tu l'as dit, hein, c'est aussi les collaborateurs qui sont aussi en demande d'avoir une démarche RSE. Aujourd'hui, moi, je me rends compte que il y a souvent des nouveaux embauchés qui viennent me voir et qui me disent finalement, je suis venue, en partie, hein, bien sûr, le poste les intéressait, bien sûr, mais je suis venue dans cette entreprise parce qu'il y avait une démarche RSE, parce que le business model était la valorisation des coproduits. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. On voit de plus en plus il y a un site internet qui s'appelle Shift Your Job, qui permet du coup aux personnes qui veulent, alors surtout sur la jeune génération, hein, qui veulent regarder quelles sont les entreprises qui sont engagées. Enfin, c'est un système de notation des entreprises pour les nouveaux embauchés. Donc c'est en train d'évoluer du coup sur cette partie-là. Ça permet aussi de retenir des gens et puis aussi c'est une demande de plus en plus. Alors je pense que la crise de Covid a un peu plus accentué ça. C'est aussi les consommateurs qui sont en demande d'avoir plus de local, de faire attention à ce qu'ils mangent, de savoir que l'agriculteur qui a produit ce litre de lait, il va être bien rémunéré. Donc je pense que c'est vraiment, c'est plus qu'une tendance. Je pense que c'est une nouvelle façon, d'acheter qui est en train d'évoluer et dans lequel la RSE a pleinement sa place. Donc pour Diana, vous êtes engagée, pour Symrise, vous êtes engagée dans un long terme vraiment sur ces volants-là. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment une démarche sur le long terme et c'est aussi, je parlais de challenge aujourd'hui et d'atténuation du risque, c'est-à-dire qu'on va regarder alors il y a plein de choses plein de modèles statistiques qui vont dire les prochaines crises et les prochains problèmes qu'on va avoir, mais le réchauffement climatique pour nous ça va être hyper impactant parce que ça veut dire que dans certaines régions on va plus pouvoir
approvisionner nos matières critiques. Donc du coup, il faut s'adapter, il faut prévoir ces crises-là. Il faut aussi accompagner pour que ces crises, accompagner nos fournisseurs pour que ces crises arrivent le moins rapidement possible. Donc c'est vraiment, alors c'est la prévention du risque et c'est aussi des opportunités, c'est-à-dire que je vous parlais de gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, un tiers de la nourriture est gaspillée. Pour nous, c'est des nouvelles matières premières qu'on peut aller chercher pour créer de la valeur pour l'entreprise et du coup ne pas utiliser de nouvelles ressources pour la planète en tout cas. Super. Merci Marie. Peut-être, je vois qu'il y a quelques questions qui sont posées, notamment sur le recul, sur comment une démarche RSE communiquée par l'entreprise lui permet de gagner des clients. Est-ce qu'on a du recul là-dessus? C'est pas une question simple. Je pense que ça dépend des secteurs d'activité aussi. Aujourd'hui, sur certains secteurs, on en parle, nous, par exemple, au sein de l'association DRO, secteur public. Aujourd'hui, il y a des critérisations, il y a dans les appels d'offres des enjeux RSE. Donc, si vous êtes bien positionné, ça devrait vous permettre aussi de défendre certains sujets. Mais c'est en cours, c'est pas encore totalement avancé. Toi, Marie, est-ce que tu sens, mais tu es dans du B2B, est-ce que tu sens quand même que d'avoir une démarche RSE plus structurée, commencer à en parler, ça peut faire la différence auprès de certains clients? Ça peut faire. Alors, on l'a pas mesuré parce que c'est hyper difficile à mesurer. Ça peut faire gagner des clients, mais ça peut aussi faire la différence pour retenir des clients. C'est-à-dire des clients qui vont regarder sur des différences de prix et qui vont dire attendez, on a la même matière première ailleurs mais qui est moins chère. Ils vont pas avoir tout le entre guillemets le storytelling que nous on peut avoir sur une filière cranberry avec des agriculteurs etc. Voilà. Ou en tout cas l'assurance que derrière on fait pas travailler d'enfants dans notre filière. Il y a vraiment cette analyse de risque aussi qui est à prendre en compte quand on est une entreprise responsable. À un moment donné, nos clients, ils achètent aussi une sécurité pour leurs produits. J'imagine que si un de nos clients aujourd'hui, c'est le cas de grands comptes, voit que, je sais pas, nous on fait travailler des enfants, Symrise, très peu connu du grand public, on en entendra peut-être parler, mais ça restera pas ça restera pas marquant pour les consommateurs. Par contre, si c'est un grand compte clé comme un Nestlé ou un Unilever, bien sûr que lui, l'impact, il va être hyper important pour lui, quoi. Et du coup, c'est difficile de mesurer vraiment le gain, en tout cas, qu'on peut gagner grâce à la RSE. C'est en train de se structurer tout ça parce que par essence, la communication et y avoir un reporting et des indicateurs sur, même si on est sur du B2C, est-ce que finalement, quand on prend ce positionnement RSE et qu'on l'affirme plus largement avec et que potentiellement commercialement, ça peut faire la différence. Posez-vous la question tous, c'est-à-dire quand vous faites des courses en magasin, est-ce que aujourd'hui, par rapport même à il y a 5 ans, est-ce que vos choix de consommation sont aujourd'hui dictés exclusivement par un qualité-prix ou est-ce qu'il y a autre chose aujourd'hui? Est-ce que une marque qui vous semblerait avoir plus de sens? Est-ce que l'assurance d'avoir un bien-être animal, d'avoir un packaging adapté, est-ce que vous prenez ça en compte aussi dans vos réflexes d'achat? Et on voit que c'est émergent effectivement chez les consommateurs. Là, on parle vraiment du B2C, du grand public, mais c'est intéressant aussi de se poser ces questions-là. C'est pas toujours c'est en train d'être mesuré, mais effectivement on sent que c'est le cas dans le grand public parce qu'on a aussi un achat citoyen et on le voit, les consommations, même pendant cette crise Covid, l'alimentation a un peu évolué, c'est-à-dire que les gens ont décidé de s'alimenter mieux, de peut-être aussi faire plus appel à des circuits potentiellement plus courts, mais du coup en entreprise, en B2B, ces sujets, ils sont vraiment, il y a des exigences plus fortes, il y a des chartes aussi qui existent aujourd'hui où effectivement on sent qu'il y a un
mouvement effectivement qui prend, et une entreprise qui est en capacité de faire la démonstration avec de la preuve, pas que avec de la com, sinon ça ne suffit pas aussi. Ça, c'est un conseil important. Attention au retour de bâton s'il n'y a pas de réalité dans votre démarche, mais une entreprise qui a des convictions, à mener des choses et que ses collaborateurs, enfin tout le monde est en capacité d'en parler et défendre et porter ces sujets-là, ça fait une différence et ça commence à le faire. C'était pas forcément le cas il y a encore quelques années, mais là on sent aussi qu'il y a des attentes et qu'il y a une maturité quelque part aussi du côté des clients, quels qu'ils soient en fait sur ces sujets-là. Voilà. Je vois une autre question que je vais me permettre de partager. Sur quel réseau s'appuyer quand on est une entreprise qui n'a pas de compétences internes pour initier une démarche RSE? Aujourd'hui, je vais répondre moi avec mon expérience. Aujourd'hui, il y a des réseaux d'entreprises classiques qui intègrent ces questions RSE, et puis il y a des réseaux plus spécifiques. Je pense que les chambres de commerce, MEDEF, CPME, etc., engagent ces questions RSE. Donc, effectivement, ils sont en train aussi dans leur offre d'accompagnement, de conseil aux entreprises membres, enfin, oui, aux entreprises qui lui sont rattachées, ont aujourd'hui des accompagnements sur peut-être pas l'initiation de la démarche RSE globale, mais au moins sur certains de ces volets. Après, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'association dirigeants responsables de l'Ouest, donc DRO, qui, alors il y a une entité DRO 35 à Rennes et 29 à Brest. Je crois que mes DRO, les gens de l'Ouest sont les bienvenus dans DRO dirigeants responsables de l'Ouest, donc qui concerne un grand Ouest, le siège est basé à Nantes et puis il y a une entité également dans le 49. Et là, il y a typiquement un atelier qui s'appelle Initier une démarche RSE. Quel que soit son niveau, qu'on ait avancé, pas trop avancé, qu'on se pose des questions, parce que c'est ça qui est compliqué aussi quand on a eu quelques actions, puis au final on se dit mais comment je structure, comment je fais l'ingénierie quelque part de ma démarche RSE, comment j'embarque aussi mes collaborateurs, mes clients, etc. Et donc, c'est bien d'échanger avec d'autres boîtes qui sont peut-être plus avancées ou alors qui se posent les mêmes questions ou alors qui expérimentent autrement, etc. Et ça, il y a des réseaux qui existent. Il y a Rupture aussi qui existe. Il y a nous, on a aussi été audité par quelque chose une asso qui s'appelle Planète RSE. Et Planète RSE, ce sont des chefs d'entreprise qui ont imaginé une sorte de certification RSE, mais avec une préoccupation de chef d'entreprise et qui vont en entreprise faire ce diagnostic qui permet vraiment derrière de structurer dans une boîte sa démarche RSE et de se positionner. Donc, il y a des choses qui émergent. Regardez un petit peu, mais vraiment, vu que c'est une préoccupation de plus en plus forte dans les entreprises, les réseaux d'entreprises soit intègrent cette question, soit certains se créent pour accompagner ça. Hein, et chez DRO, il y a beaucoup de partage aujourd'hui. On est plus de 100 membres. Enfin, ça représente 90 000 collaborateurs dans l'Ouest, par exemple, et on commence à faire des actions collectives en RSE sur des sujets qui sont l'alimentation, la mobilité, la renaturation, un certain nombre de choses, pour aussi faire collectivement, parce que c'est bien, voilà, on peut réfléchir RSE au sein de son entreprise. Ce qui commence à émerger aussi sur le territoire et qui est intéressant, c'est qu'il y a des actions collectives de 10 boîtes qui vont se mettre ensemble pour ouvrir, par exemple, leurs espaces de travail à d'autres pour éviter effectivement une mobilité trop forte, pour réfléchir à mettre de la nature au sein des sites et renaturer quelque part les sites d'entreprise, pour réfléchir sur la transition énergétique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur l'Ouest. Donc ça, c'est intéressant. Merci, mesdames, pour ces éclairages très inspirants. C'est intéressant d'avoir vos deux voix, le côté grand groupe avec énormément de collaborateurs, et puis le côté plus petite structure, effectivement, qui peut se poser la question de savoir si elle met en œuvre ou pas une démarche RSE. Vous avez répondu principalement effectivement aux questions qui se posaient. Comment je peux me faire accompagner par un réseau? Il y en a beaucoup, vous les avez cités. Ce que ça peut rapporter tant en interne qu'en externe, ça permet aussi de recruter des gens.
qui sont en quête de sens pour les jeunes arrivants sur le marché du travail. Donc tout ça, c'est des questions qui étaient posées. Un grand merci en tout cas pour tous ces éclairages. On n'ira pas jusqu'au bout de la démarche aujourd'hui, mais c'était très intéressant en tout cas d'avoir ces premiers éléments. Et puis, on peut donner un conseil à toutes les entreprises, qu'elles soient entreprises de services, de grande taille, de petite taille en agroalimentaire. C'est effectivement une vague de fonds sur les jeunes générations, tant sur les consommateurs que les employés, enfin les futurs collaborateurs, je dirais. Un grand merci. On va accueillir maintenant notre dernière intervention sur le management, comment maintenir des liens en période difficile, avec Steven Poineau. Un grand merci à toutes les deux et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.